jusqu'à aujourd'hui, eh bien, la RDC vit, n'est-ce pas, dans une situation de guerre permanente, guerre organisée, pilotée à partir de Kigali, avec des troupes et des milices qui vont piller les ressources minières de la RDC. Et donc, Voilà un peu, la réalité que vous êtes en train, globalement. c'est la réalité que Alors, vous êtes en train de peindre, c'est celle que vous avez finalement décrite dans votre livre, c'est ça, dans l'Holocauste? exactement, exactement. J'ai fait cela parce que, vous savez, il a fallu comprendre pourquoi personne n'a voulu stopper cette affaire-là. Et quand je le dis, et c'est une fois que j'ai compris ce qui s'est passé, je me suis donc mis à alerter, c'était un peu l'objet de votre première question, je me suis mis à alerter les pays, les hauts responsables de l'Afrique centrale en leur disant, faites attention, ce qui arrive à la RDC n'est pas un épiphénomène. C'est quelque chose de bien pensé, de bien réfléchi, c'est une stratégie qui va consister et effectivement à prendre le contrôle de ces pays. Et pourquoi j'arrive à cette mise en garde? C'est encore une fois de plus sur la base d'un travail de recherche minutieux et puis de ce que je peux appeler des rencontres heureuses. Le premier élément, c'est que je découvre pendant mon travail de recherche dans les archives de l'Élysée un rapport du chef d'état-major particulier du président Mitterrand, le général Keno. Que dit le général Keno? Il dit que les Tutsis du Rwanda, les Tutsis qui sont au pouvoir au Rwanda, cherchent à prendre le contrôle d'un certain nombre de pays dans la sous-région pour créer ce qu'on appelle un Tutsi-land, c'est-à-dire qu'un territoire qui est peuplé de Tutsis et qui tourne autour de la RDC et des pays potentiellement riches en ressources naturelles. Mais plus important, c'est que je me dis que il y a un élément que, pour vous Congolais, qui est très important, c'est que un certain nombre de militaires congolais ont participé à l'opération turquoise en 1994 au Rwanda, c'est-à-dire qui était l'opération multinationale qui avait vocation à faire stopper les massacres. Mais comme cette opération a été décriée par Kagame, en disant que c'était une opération qui visait à aider les génocidaires à aller au Congo, ce qui est faux, que cette opération visait à livrer des armes aux génocidaires, ce qui est encore faux, puisque même l'administration Clinton, à travers un rapport confidentiel, un mémorandum confidentiel de sous-secrétaire d'État George Moose, a dit que, effectivement, tous les services de renseignement américains avaient cherché à découvrir si les Français livraient des armes à l'est du Congo. Ils n'ont pas trouvé trace de ces armes livrées par le gouvernement français. Donc, évidemment, cette intoxication et ce mensonge grossier a tellement pris de l'ampleur que, eh bien, personne n'a plus jamais voulu témoigner, notamment les militaires congolais qui ont participé et qui ont vu ça. Donc, le problème, c'est que si les militaires congolais étaient intervenus à l'époque pour dire ce que eux ils avaient vu au moment de l'opération turquoise, on aurait dit, ah, ce sont des gens qui travaillaient pour la France, etc. et tout ça. Donc, je pense que les militaires, comme par principe, ils n'ont pas vocation à parler, eh bien, les militaires congolais étaient très informés de la façon dont Kagame a traité ses propres populations. Donc, j'ai essayé d'informer un certain nombre d'officiers supérieurs de l'armée congolaise en leur disant, faites attention avec ce que vos voisins de RDC sont en train de vivre. Il est possible que demain, vous soyez victime quand même aussi de la même chose, parce que vous êtes quand même un pays riche, vous n'êtes pas un pays pauvre. Vous avez le pétrole, vous avez aussi des ressources minières, et puis vous êtes un pays qui est sur le plan stratégique en Afrique centrale, qui peut facilement être contrôlé par des forces étrangères. Comme vous étiez en train d'expliquer, lorsque le Rwanda veut prendre possession d'un pays ou des terres, il passe toujours par certaines têtes ou des personnalités. Et vous disiez d'ailleurs qu'en Afrique centrale, généralement, c'est des jouisseurs, c'est des corrompus jusqu'à la moelle. Quelle analyse vous impose ce rapprochement de Denis Christel Sassou Nguesso avec Paul Kagame et de la présence de cette, il faut dire, conseillère, elle est présentée comme ministre, conseillère spéciale chargée des relations extérieures du Congo, alors qu'elle est évidemment rwandaise. Je ne suis pas xénophobe quand je dis ça, mais on veut bien comprendre quelle analyse cela vous impose.
Bienvenue, mesdames, messieurs, dans Droit de savoir. Merci de suivre R7. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve en compagnie de Charles Onana, politologue, journaliste d'enquête, essayiste et éditeur, auteur du livre Holocauste au Congo, comme vous le savez, avec plus de 10 millions de victimes dans les massacres qui se déroulent à l'est de la RDC. Un ouvrage préfacé par l'ancien ministre de la Défense français, Charles Millot. Bonjour Charles. Bonjour. Merci Charles d'être avec nous sur R7 et merci aussi de votre disponibilité. Alors vous êtes celui qui a commencé à alerter les gouvernants africains, notamment ceux de l'Afrique centrale, sur la politique expansionniste du Rwanda et de ses ambitions hégémoniques. Après l'expérience de la RDC et celle de la Centrafrique, où on voit visiblement que le Rwanda vient de prendre le contrôle des affaires, mais aussi des terres, désormais, c'est le Congo-Brazzaville qui est sous l'influence rwandaise. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas avoir été écouté? Eh bien, je ne sais pas si j'ai pas été compris. Je ne sais pas si les gens ont entendu ce que j'ai dit, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait dans le dossier du Rwanda, je tiens à rappeler dès le début pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est que moi, je ne suis pas rwandais, je ne suis pas congolais, donc j'ai pas de conflit d'intérêt dans cette région-là. Ni sur le plan culturel, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique. Donc, en fait, c'est la curiosité intellectuelle qui m'a amené à m'intéresser à la situation de la région des Grands Lacs, notamment avec l'attentat du 6 avril 1994 qui a vu mourir successivement deux chefs d'État en exercice, le président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, et son homologue burundais, Cyprien Taryamira, qui était dans le même avion venant d'un voyage à Dar es Salaam. Donc, le silence qui entourait cet attentat est en tout cas l'élément central qui m'a amené à m'intéresser à cette région. Donc, je tenais à le préciser parce que ce que je dirais après, il faut pas que les gens aient l'impression que je prends parti pour tel ou que je suis contre tel. Je ne suis en fait contre personne et je ne prends parti pour personne. Ce qui m'intéresse, c'est tout simplement la question de la paix, de la stabilité et de la protection des populations en Afrique centrale. Et dès lors où et la stabilité des États, parce qu'à partir du moment où les États deviennent instables, les populations entrent dans un cycle infernal de guerre, et puis évidemment toutes les conséquences qui peuvent accompagner une guerre sont toujours traumatisantes pour les populations. Et donc, j'ai constaté dès 1994 que beaucoup de gens disaient que vous avez vu, il y a eu beaucoup de populations qui quittaient le territoire du Rwanda pour se déverser en RDC, mais aussi chez vous au Congo-Brazzaville. Il y a eu beaucoup de réfugiés rwandais qui sont également venus au Congo-Brazzaville. Et Et à d'ailleurs, pendant que l'époque, vous le dites, c'est juste pour rappeler à nos téléspectateurs, il y a encore près de 8000 Rwandais, bien sûr, autour au Congo-Brazzaville. c'est ça. Donc, vous voyez, cette masse très importante de réfugiés a été considérée à l'époque par des ONG internationales, Médecins sans frontières, Human Rights Watch, etc., et même le HCR. Ils considéraient que c'était la conséquence du génocide rwandais qui faisait que les populations se retrouvaient sur le territoire de la RDC. Bon, suite à un travail je dirais, minutieux que j'ai pu faire, c'est-à-dire que j'ai eu le temps d'examiner les archives du Conseil de sécurité des Nations Unies, j'ai examiné les documents du Pentagone, de la Maison-Blanche, mais également des archives de l'Élysée, et puis j'ai eu accès à de nombreuses archives du Tribunal pénal international, et puis j'ai rencontré le procureur Carla Del Ponte en personne dans son bureau à La Haye. J'ai discuté avec le chef de la mission des Nations Unies au Rwanda, M. Jacques-Roger Bobo, qui était un ancien l'ancien ministre des Affaires étrangères du Cameroun et qui a été ambassadeur à Paris et qui était vraiment celui qui représentait Boutros Ghali pendant toute la période de la tragédie rwandaise. Donc, si vous voulez, j'ai eu à rencontrer énormément de personnalités importantes de premier plan et puis, évidemment, le colonel Luc Marchal, qui était le commandant belge des casques, il est de nationalité belge, mais c'était le commandant des casques bleus de la ville de Kigali. C'est-à-dire celui qui assurait la sécurité de la ville de Kigali et qui était en contact à la fois avec les deux parties, les deux belligérants, c'est-à-dire que la rébellion dirigée par Paul Kagame à l'époque, mais bien entendu aussi les membres du gouvernement rwandais.
Donc, j'ai eu à discuter avec toutes ces personnalités pour essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui s'était passé. Mais en revenant sur les archives que j'ai eu à consulter, notamment les archives du Pentagone, il faut rappeler qu'à l'époque, les États-Unis soutenaient Paul Kagame dans sa prise de pouvoir violente par la guerre et qui a conduit à la fois à l'attentat, mais également aussi à prise de pouvoir sur le plan militaire dans un bain de sang effroyable à l'intérieur du génocide qu'on a pu voir. Donc, ce que j'ai Et là, découvert, c'est la gouvernance Clinton, c'est ça? exactement. Et donc, le président Bill Clinton était effectivement celui qui a soutenu la prise de pouvoir de Paul Kagame au Rwanda. Il les appelait avec Yoweri Museveni, donc le président ougandais. Bill Clinton, l'administration Clinton appelait d'ailleurs Kagame et M. Museveni à l'époque les young leaders, c'est-à-dire que c'était les nouveaux dirigeants que Washington voulait voir essaimer en quelque sorte en Afrique. Donc, je referme la parenthèse à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je découvre dans les archives de la Maison Blanche? Je découvre, par exemple, que effectivement, au mois de juillet 1994, alors que le secrétaire général de l'ONU et la mission des Nations Unies sur place au Rwanda voulaient qu'il y ait une intervention militaire pour stopper les massacres, pour arrêter les massacres, eh bien, le parti de Paul Kagame a adressé, enfin, les membres de son parti ont adressé des lettres au chef de la mission des Nations Unies pour interdire une intervention militaire au Rwanda pour arrêter les massacres. Et ça m'a surpris. Je me suis dit, mais comment? On voit qu'il y a un génocide qui est en cours, on voit qu'il y a des massacres de masse qui se déroulent, et lorsque les Nations Unies veulent intervenir, Paul Kagame et son parti disent non, qu'il ne faut pas intervenir. Alors, ça m'a surpris. Et donc, j'ai poursuivi mes recherches. Et je découvre dans les documents du Pentagone, c'est-à-dire que ce qu'on appelle, on pourrait appeler dans les pays francophones le ministère de la Défense des États-Unis, que la préparation de l'invasion du Congo a commencé en 1994 à travers, évidemment, cette arrivée massive des populations sur le territoire, sur les pays voisins, c'est-à-dire votre Congo à vous et le Congo de Kinshasa. Mais pourquoi? Parce que quand vous analysez la façon dont Paul Kagame a occupé le territoire rwandais, c'est-à-dire qu'ils venaient de l'Ouganda, ils sont rentrés dans le pays, ils ont fermé la frontière avec le Burundi et ils se sont mis à pousser militairement les gens vers l'ouest du Rwanda. Et l'ouest du Rwanda, c'est la frontière avec la RDC. Et donc, quand vous voyez qu'il y a eu à peu près 4 millions, je dis bien 4 millions de personnes qui se sont déplacées sur le territoire congolais, et dans l'indifférence la plus totale d'ailleurs à cette époque-là, parce qu'on disait, on a demandé au président Mobutu d'ouvrir les frontières, de laisser ces populations s'installer. Sous Alors, ce que prétexte, j'ai bien appelé sûr, d'une mission humanitaire, c'est ça? c'est ça. Alors, le problème, c'est qu'on a fait croire que il fallait que les Congolais soient généreux, qu'ils accueillent leurs voisins qui sont menacés de guerre. Mais en fait, au lieu de stopper l'hémorragie au Rwanda, c'est-à-dire d'empêcher que les populations sortent du Rwanda, on les a laissés se déverser sur le territoire du Congo, justement pour dire que les génocidaires ont quitté le Rwanda pour aller se retrouver sur le territoire congolais. Bon, alors, quand vous voyez qu'il y avait des enfants de 2 ans, il y avait des bébés de 6 mois, il y avait des femmes enceintes, il y avait des grands-mères de 80 ans, 70 ans, des grands-pères de 70, 80, etc. Il y avait des infirmes, il y avait des handicapés. Donc, le Rwanda a dit toutes ces personnes étaient considérées comme des génocidaires. Est-ce qu'un bébé de 6 mois peut être considéré comme un génocidaire? Voilà comment Kagame a utilisé cette poussée massive des populations sur le territoire des deux Congos pour pouvoir prendre pied sur le territoire congolais. Et puis, qu'est-ce qu'il va dire plus tard? Il va dire que si la communauté internationale ne règle pas le problème des réfugiés, il ira lui-même faire le job. Et on a vu comment il a fait le job parce qu'il y a eu des bombardements massifs sur le territoire de la RDC et jusqu'à aujourd'hui, eh bien la RDC vit, n'est-ce pas, dans une situation de guerre permanente, guerre organisée, pilotée à partir de Kigali, avec des troupes et des milices qui vont piller les ressources minières de la RDC. Et donc, Voilà un peu la réalité que globalement. c'est la réalité que Alors, vous êtes en train de peindre, c'est celle que vous avez
finalement décrite dans votre livre, c'est ça, dans l'Holocauste? Exactement, exactement. J'ai fait cela parce que, vous savez, il a fallu comprendre pourquoi personne n'a voulu stopper cette affaire-là. Et quand je le dis, et c'est une fois que j'ai compris ce qui s'est passé, je me suis donc mis à alerter, c'était un peu l'objet de votre première question, je me suis mis à alerter les pays, les hauts responsables de l'Afrique centrale en leur disant, faites attention, ce qui arrive à la RDC n'est pas un épiphénomène. C'est quelque chose de bien pensé, de bien réfléchi, c'est une stratégie qui va consister et effectivement à prendre le contrôle de ces pays. Et pourquoi j'arrive à cette mise en garde? C'est encore une fois de plus sur la base d'un travail de recherche minutieux et puis de ce que je peux appeler des rencontres heureuses. Le premier élément, c'est que je découvre pendant mon travail de recherche dans les archives de l'Élysée un rapport du chef d'état-major particulier du président Mitterrand, le général Quénou. Que dit le général Quénou? Il dit que les Tutsis du Rwanda, les Tutsis qui sont au pouvoir au Rwanda, cherchent à prendre le contrôle d'un certain nombre de pays dans la sous-région pour créer ce qu'on appelle un Tutsi-land, c'est-à-dire qu'un territoire qui est peuplé de Tutsis et qui tourne autour de la RDC et des pays potentiellement riches en ressources naturelles. Et donc, quand j'entends ça, je pense que c'est vraiment, c'est une analyse faite par un stratège militaire de haut niveau, mais je me dis, mais sur le plan numérique, c'est quelque chose de totalement infaisable. Et je rencontre le général Quénou qui me confirme effectivement qu'il a eu des informations venant d'Ouganda qui attestent de ce propos-là. Et puis par la suite, je rencontre l'ancien ministre de la Défense du président Mobutu, M. Honoré Ngwanda, qui dit exactement la même chose. Mais alors qu'en fait, les deux personnes ne se sont pas parlé en tant que telles. Et puis, là où je vais être troublé, c'est lorsque je rencontre l'ancien ministre français de la coopération, le professeur Bernard Debré. Bon, je passe plus d'une heure avec lui dans son bureau à l'hôpital Cochin, parce qu'il était médecin. Et puis, il me dit, écoutez, monsieur Onana, j'ai rencontré des Tutsis du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Ils ont véritablement envie de créer un Tutsi-land dans la sous-région, qu'ils veulent appeler tant soit la République des volcans ou quelque chose de ce genre. Et que la République démocratique du Congo est un espace très important, en tout cas pour les pays à travers la République démocratique du Congo, qui sont des pays riches, les intéressent au plus haut point. Mais je suis troublé parce que je sais que le professeur Bernard Debré n'a pas l'habitude de dire des choses comme ça au hasard. C'est le fruit d'abord, dans ce qu'il me dit, c'est le fruit de ses contacts directs, personnels, avec des personnalités politiques de cette région. Mais je m'abstiens de parler de ça parce que je trouve ça tellement énorme que vraiment je me dis ce n'est pas possible. Et il finit par publier un livre intitulé Le Retour du Mwami, livre dans lequel il raconte cette expérience. Et là, je poursuis mes recherches. Et ce qui va définitivement me convaincre, c'est que je découvre dans les archives de la Maison-Blanche qu'il y a eu un rapport qui a été fait en novembre 1994 par l'ambassade des États-Unis à Kigali et qui était adressé au président Clinton, qui parlait effectivement de la mise en place de ce Tutsi-land. Je comprends donc que non seulement l'Élysée est au courant de ce projet, puisque le chef d'état-major particulier du président Mitterrand l'a dit, et il me l'a confirmé. Je constate que la Maison-Blanche également est au courant de ce projet, mais je suis surpris que personne n'en parle et que personne ne dénonce et que les gens voient le Rwanda prendre pied sur le territoire congolais et personne ne dit jamais rien. Mais plus important, c'est que je me dis que il y a un élément que, pour vous Congolais, qui est très important, c'est que un certain nombre de militaires congolais ont participé à l'opération turquoise en 1994 au Rwanda, c'est-à-dire qui était l'opération multinationale qui avait vocation à faire stopper les massacres. Mais comme cette opération a été décriée par Kagame,
en disant que c'était une opération qui visait à aider les génocidaires à aller au Congo, ce qui est faux, que cette opération visait à livrer des armes aux génocidaires, ce qui est encore faux, puisque même l'administration Clinton, à travers un rapport confidentiel, un mémorandum confidentiel de sous-secrétaire d'État George Moose, a dit que, effectivement, tous les services de renseignement américains avaient cherché à découvrir si les Français livraient des armes à l'est du Congo. Ils n'ont pas trouvé trace de ces armes livrées par le gouvernement français. Donc, évidemment, cette intoxication et ce mensonge grossier a tellement pris de l'ampleur que, eh bien, personne n'a plus jamais voulu témoigner, notamment les militaires congolais qui ont participé et qui ont vu ça. Donc, le problème, c'est que si les militaires congolais étaient intervenus à l'époque pour dire ce que eux ils avaient vu au moment de l'opération turquoise, on aurait dit, ah, ce sont des gens qui travaillaient pour la France, etc. et tout ça. Donc, je pense que les militaires, comme par principe, ils n'ont pas vocation à parler, eh bien, les militaires congolais étaient très informés de la façon dont Kagame a traité ses propres populations. Donc, j'ai essayé d'informer un certain nombre d'officiers supérieurs de l'armée congolaise en leur disant, faites attention avec ce que vos voisins de RDC sont en train de vivre. Il est possible que demain, vous soyez victime quand même aussi de la même chose, parce que vous êtes quand même un pays riche, vous n'êtes pas un pays pauvre. Vous avez le pétrole, vous avez aussi des ressources minières, et puis vous êtes un pays qui est sur le plan stratégique en Afrique centrale, qui peut facilement être contrôlé par des forces étrangères. Bon, et donc je pensais effectivement que je ne dirais pas mise en garde, mais c'était ces informations, ce rappel de partager mon analyse avec des officiers et quelques, je dirais, anciens ministres congolais. J'en ai rencontré, je leur ai parlé. Ils m'ont dit, Charles, certains m'ont dit, nous sommes conscients, ce que vous dites nous paraît intéressant parce que nous voyons des choses qui sont assez troublantes à Brazzaville. Bon, je pense que avec le temps, je pensais peut-être que des mesures allaient être prises, mais j'ai dit la même chose aux Centrafricains. Ils n'ont pas pris le temps d'examiner cela. Eh bien, le Rwanda a commencé par assurer la sécurité de Madame Samba Panza, c'est-à-dire l'ancienne présidente de la transition. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous trouvez, où vous avez des Rwandais chez vous et vous Évidemment, ne savez comme vous pas. êtes en train d'expliquer, finalement, ce que vous redoutiez est arrivé, parce que finalement, aujourd'hui, c'est le cas de le dire, il y a tout de même une influence rwandaise au Congo-Brazzaville. On y reviendra tout à l'heure, mais je reviens sur ce que vous étiez en train d'expliquer tout à l'heure, comment Paul Kagame a poussé une partie de la population rwandaise vers la La RDC, RDC. et finalement, avec tout ce que vous avez eu à découvrir au niveau des États-Unis, est-ce que c'est pour dire que c'est un génocide qui était préparé bien à l'avant? Et la question qui va suivre, qui est auteur finalement de ce génocide? Parce que généralement, et c'est ce que le commun des Africains, j'allais dire, c'est Kagame s'est toujours passé pour la victime de ce génocide. Exactement. Vous savez, c'est une question fondamentale. Le problème, c'est que les gens en Afrique maintenant ont l'habitude de prendre des positions sur la base des émotions, de leurs sentiments, de leurs affects, etc. et tout ça. Là, on est sur le terrain de la géopolitique. Ce n'est pas un terrain qui nécessite que vous soyez pour Clinton, contre Clinton, pour Chirac, contre Chirac, pour Denis Sassou Nguesso, contre le président Sassou Nguesso. Non, c'est vous regardez les données objectives de l'action politique. Et vous regardez le jeu qui se joue dans l'arrière-cour, qui n'est pas nécessairement visible au premier plan et qui ne fait pas l'objet de débats médiatiques. Et quand vous découvrez cela, vous comprenez que les objectifs qui sont sur la table et qui concernent les grands acteurs, eh bien, sont un peu difficiles à comprendre si vous les prenez uniquement avec légèreté, etc. La question que vous posez, vous savez, l'une des premières personnes qui a posé cette question ou qui a évoqué l'hypothèse sur cette question-là, c'est le procureur Carla Del Ponte. Je vous ai dit, je l'ai rencontrée dans son bureau à l'Aïe et elle m'a fait beaucoup de confidences. Les premières confidences qu'elle m'avait faites, c'était que, en fait, lorsqu'elle est venue
la mission des Nations Unies disait que les massacres qui se sont déroulés au Rwanda en 1994 et dans les pays voisins devaient faire l'objet de poursuites entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, c'est-à-dire pendant un an. Mais le premier élément qui est sorti des enquêtes du tribunal, c'est l'attentat du 6 avril dont je vous ai parlé en début d'émission. Mais l'attentat du 6 a eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre. Donc, c'est un acte qui c'est un acte de terrorisme qui rentre dans le cadre des compétences du tribunal pénal international. Mais le tribunal pénal international s'est dessaisi de cette affaire-là. Vous voyez, il y avait quand même 2 chefs d'État en exercice qui ont été tués ce jour-là. Bon, Carla Del Ponte, qu'est-ce qu'elle va dire par la suite? Elle va faire une déclaration dans la presse, elle va dire, si il se trouve que c'est Paul Kagame qui a abattu l'avion pour ces gens le 6 avril 1994, alors toute l'histoire du génocide doit être réécrite. C'est le procureur Carla Del Ponte qui le dit, ce n'est pas Charles Nana. Donc, quand vous entendez cette déclaration-là, vous comprenez qu'il y a un problème entre le discours officiel qui est tenu depuis 30 ans et une partie de la réalité des faits qui est occultée. Je vous rappelle que jusqu'à ce jour, officiellement, on ne sait toujours pas qui a tué les 2 présidents du Rwanda et du Burundi le 6 avril 1994, parce qu'il y a eu 5 enquêtes. 2 enquêtes du tribunal pénal international qui ont été abandonnées, une enquête de l'auditorat militaire belge qui a été étouffée, 2 enquêtes françaises et une enquête espagnole. Donc, l'enquête espagnole, quand je dis 5 enquêtes, je parle des enquêtes judiciaires. Donc, l'enquête de l'auditorat militaire belge, c'était une enquête, je dirais, purement technique, même si les Belges ont quand même initié cette enquête-là. Mais, évidemment, que Paul Kagame a refusé que le juge Van Winsen, qui était l'auditeur militaire belge, qui était en charge de cette affaire, aille jusqu'au bout. Le juge a dit cela au terme de sa mission, que les autorités en place n'ont pas voulu qu'il enquête sur l'attentat. Donc, les 2 enquêtes qui ont été menées par les Nations Unies, le juge Harbour, qui était la juge canadienne, a dit elle-même au terme de sa mission devant le tribunal pénal international qu'il y a eu des pressions de Kigali pour que cette enquête n'aille pas jusqu'au bout. Donc, vous voyez que quand vous avez autant de pression venant toujours du même endroit, quand vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'étouffez pas l'enquête. Et je me souviens d'ailleurs d'un livre qui avait été écrit tout au début, je crois en 1996, et qui était une longue interview de Kagame, interview dans laquelle Kagame disait que cet attentat était sa priorité. Comment quelque chose qui est supposé être votre priorité en 1996 devient un non-événement qui ne vous intéresse plus et sur lequel vous exercez des pressions 10 ans, 5 ans ou 20 ans après. Donc, on est au cœur d'un mensonge d'État qui a été organisé sur la mort de 2 chefs d'État africains. Premier point. Deuxième point, quand vous parlez des conséquences qui sont liées à ces génocides, mais écoutez, vous savez, il y a une règle dans les enquêtes criminelles. La question qu'on pose, que n'importe quel bon enquêteur criminel, c'est toujours de se dire à qui profitent ces crimes. Pour l'instant, celui qui a remplacé le président Habyarimana assassiné au Rwanda, c'est le président Paul Kagame. Jusqu'à présent, et figurez-vous qu'il a modifié la Constitution pour se représenter jusqu'en 2035. Donc, lui, il partait en 94 en disant « il vient chasser la dictature », c'est-à-dire quelqu'un qui est au pouvoir depuis 1973. Maintenant, il a passé beaucoup plus de temps que le président Habyarimana, qui lui est arrivé au pouvoir entre 1973 et 1994. Lui, il est au pouvoir depuis 1994 jusqu'en 2024. 30 ans. Donc, cherchez où est l'erreur. Qui est aujourd'hui le dictateur? Qui est le démocrate au Rwanda entre Habyarimana et Paul Kagame? Donc, vous voyez que on n'est pas simplement dans un mensonge d'État, comme je l'ai dit dans l'affaire de l'attentat, on est dans un mensonge d'État et d'une grande escroquerie sur la question de la mise en place d'une démocratie au Rwanda, puisque Madame Victoire Ingabire, toutes les personnes qui ont voulu se présenter aux élections au Rwanda, notamment 2 femmes,
elles ont été emprisonnées. Alors, tout à l'heure, vous vous êtes posé la question, et elle est légitime en plus, à qui profite le crime? Et vous l'avez démontré que finalement, le crime a profité à Paul Kagame. Mais vous parliez également de 5 enquêtes, c'est quand même beaucoup, qui ont été étouffées. Quels sont les moyens que dispose finalement Paul Kagame pour étouffer les enquêtes internationales? Parce que là, c'est un problème. Le Rwanda agit en tant que qui? Est-ce qu'il est seul ou il a des forces qui, voilà, qui le soutiennent? Votre question est, je dirais, l'essentiel de la question que tout le monde devrait se poser en Afrique. Qui connaissait le Rwanda avant 1994 en Afrique, de manière générale? Les gens entendaient le mot Rwanda, ils savaient que c'était un pays quelque part en Afrique de l'Est. Mais personne ne connaissait ce pays. Mais comment un petit pays enclavé comme le Rwanda a pu, réputé par ses massacres de masse et ses crimes contre l'humanité, comment ce pays-là, le responsable de ce pays-là est devenu le chouchou de la communauté internationale en l'espace de 30 ans? Je constate tout simplement que le poids que que le Rwanda a pris depuis l'arrivée au pouvoir de Paul Kagame, je vous ai dit en début d'émission qu'il était soutenu par l'administration Clinton. Vous avez vu que quand il y a eu des problèmes au Zimbabwe à l'époque, tous les médias du monde entier se sont mis à attaquer le président Mugabe. Et le président Mugabe n'avait jamais envahi un pays voisin, n'avait pas envoyé des troupes dans un pays voisin pour attaquer les populations ou pour massacrer les populations. Mais vous avez vu le déchaînement médiatique et le déchaînement, je dirais, des membres du Conseil Presque de toute la sécurité communauté internationale, on a suivi ça, contre oui. le président Mugabe. Mais là, vous avez plus d'une dizaine de rapports des Nations Unies. Plus d'une dizaine. Vous avez des lettres du membre du Congrès américain et du Sénat américain qui écrivent à M. Blinken, c'est-à-dire le secrétaire d'État américain, pour lui dire « Monsieur Kagame utilise le M23, envahit le Congo, pille les richesses du Congo et vous n'avez aucune sanction. Et vous n'avez aucune mobilisation de la presse internationale. La seule mobilisation qu'il y a eu depuis 30 ans par les grands médias, c'est ce qu'on a appelé dernièrement les enquêtes de Classified. Donc, des groupes de journalistes qui se sont mis à dire que le Rwanda est une dictature militaire féroce, menace de tuer ses populations, menace de tuer... Mais 30 ans, depuis 30 ans, les mêmes médias nous disaient que Kagame était un modèle pour l'Afrique. On l'a même assimilé à Thomas Sankara. Mais à un moment donné, j'ai eu l'impression que que je perdais mes bras, que je perdais ma tête. À quel moment les Africains ont vu Thomas Sankara attaquer un pays voisin avec les armes? À quel moment ils ont vu Thomas Sankara ou le président Rawlings ou longtemps avant lui Kwame Nkrumah, qui sont connus comme étant des panafricanistes? À quel moment ils ont vu ces gens-là aller piller ou envoyer des troupes pour aller piller un pays voisin? Est-ce Comment les qu'en Africains peuvent... l'assimilant à Thomas Sankara ou à Jerry Rawlings, c'est une façon de dire que c'est un panafricain, c'est ça? Ou un Mais panafricaniste? absolument. Mais oui, mais ils ont dit, à un moment donné, ils ont dit, et ça fait partie de la propagande de Paul Kagame lui-même, il disait qu'il tient tête à la France. Alors là, quand vous dites que vous tenez tête à la France, vous avez tous les Africains qui vous tombent dans les bras, etc. Mais il tient tête à la France comment? Sur quoi? Et ils sont obligés, mais on ne les entend plus maintenant depuis qu'ils envoient les bras dessus avec le président Macron partout, installé au Mozambique avec l'aide de le soutien à Total. Et là, les Africains ont perdu leur langue. Ils ne vous disent plus que c'est un panafricaniste. Donc, je pense vous avez vu que un autre élément qui est important pour aider les gens à comprendre la propagande. Vous avez vu que le Paris Saint-Germain fait la propagande pour le Rwanda. Vous avez vu que sur les maillots, vous avez vu que Arsenal
fait de la publicité pour le Rwanda. Mais est-ce qu'en Afrique, les Africains ont déjà vu un club rwandais briller sur le terrain du football? Le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, ça a été des grands pays de footballeurs. Mais comment on peut vous parler du Rwanda en matière de football au point d'avoir des très grandes équipes comme ça qui sponsorisent l'image du Rwanda? Donc, vous voyez que on est dans une escroquerie, mais d'une ampleur phénoménale, qui fait que tout le monde a peur de parler du Rwanda. Pourquoi? Et c'est là où je réponds à votre question. C'est que, eh bien, quand vous avez les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, derrière le Rwanda, et même des pays comme le Canada, il n'y a plus personne qui va bouger. Il n'y a personne qui va bouger. Et ces pays-là sont considérés comme les plus grands défenseurs. Vous avez vu dernièrement ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Vous avez vu qu'il y avait le Premier ministre sortant. Ils ont fait une loi pour demander effectivement que les réfugiés, migrants, oui, les migrants, mais que personne ne veut en Grande-Bretagne, on les envoie au Rwanda. Alors que dans le même temps, on nous dit que le Rwanda est un petit pays qui ne peut pas absorber beaucoup de... Mais et quel est le profil des gens, parmi les gens qui étaient les migrants qu'on envoyait là-bas? Ce sont des gens qui venaient d'Afghanistan, qui avaient fait la guerre en Afghanistan. Et quand on les envoie au Rwanda, c'est pourquoi? C'est pour aller faire la guerre à l'est du Congo. Et peut-être qu'on peut envoyer chez vous, au Congo-Brazzaville. Chez nous, au Congo-Brazzaville. Donc, Alors, mais toutes ces donc, choses-là si j'ai sont bien des compris, choses... en fonction des enquêtes que vous avez menées, concrètement parlant, lesquels soutiennent le Rwanda finalement? Lesquels sont derrière le Rwanda? Ce sont les pays que vous venez de citer là, les Mais bien États-Unis, sûr, le Royaume-Uni, la mais bien France? sûr, mais bien sûr. Et il y a quelque chose qu'il faut que j'ajoute là-dessus. Les États africains, dès qu'ils voient ce genre de soutien, ils commencent tous à avoir peur et à se dire, il ne faut pas s'opposer au Rwanda. Parce que si nous nous opposons au Rwanda, ça signifie que ces grandes puissances vont s'opposer à nous. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que la grande politique au niveau international joue. Ce sont des pays qui, chaque pays a ses intérêts, chaque pays a sa politique et peut gouverner et fonctionner avec les grandes puissances selon sa vision des choses. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas parce que toutes les grandes puissances soutiennent le Rwanda que vous devez vous écraser et vous plier en quatre pour le Rwanda. C'est pas normal, ça. Et donc, pendant que vous étiez en train d'alerter, évidemment, là tout à l'heure, je viens de comprendre que finalement, soit ils n'ont pas voulu vous écouter, mais tout comme ils pouvaient avoir aussi leurs priorités ailleurs, c'est ce que j'ai cru comprendre, ou c'est simplement la peur de ne pas vouloir prendre en compte ce que vous étiez en train de dire, comme vous le dites là. C'est la peur qui leur fait ça? Mais la peur peut-être, parce que quand vous voyez quelqu'un comme Kagame qui dit qu'il veut tuer tout le monde, qui a fait abattre des gens à gauche et à droite, et qui se fait passer pour le gendarme de l'Afrique, c'est-à-dire que, en fait, il est devenu le gendarme de l'Occident en Afrique. C'est-à-dire que maintenant, on ne va pas voir les Occidentaux en première ligne, mais c'est Kagame qui va en première ligne. Moi, j'ai vu ses troupes au Soudan, mais je savais que les troupes de Paul Kagame qui étaient envoyées au Soudan étaient venues dans le cadre d'Africom, qui était un dispositif militaire américain qui était organisé, financé à partir de Stuttgart en Allemagne. Donc, c'est l'Allemagne c'est à partir de l'Allemagne qu'on a organisé le soutien militaire à la présence des troupes de Paul Kagame comme une mission de la paix aux Nations Unies. D'ailleurs, il a fallu que des élus espagnols s'insurgent contre ça pour dire que, eh bien, il y avait l'officier supérieur qui devait diriger cette mission de soi-disant de la paix au Soudan et était considéré comme un criminel contre l'humanité. Et donc, ce sont des élus espagnols qui se sont indignés, ce qui a fait que les Nations Unies ont reculé. Mais en fait, pour les États-Unis, c'était normal qu'ils soient là-bas. Et puis, vous avez vu, quand il y a eu le Mali, ben, on les a envoyés à la MINUSMA. Les troupes rwandaises se sont retrouvées en train de piloter une mission de la paix de la MINUSMA. Après, vous les avez vus, en plus, revenir comme mission de la paix envoyée par l'Union africaine en RCA. Donc, je pense que il y a eu évidemment la peur, il y a eu je pense, comme vous dites, les gens ils préféraient regarder ailleurs. Et puis quand ça concerne d'autres pays, j'ai remarqué ça en Afrique, les Africains ne s'intéressent pas
Ils se disent, bon, ça se passe au Congo, Brazzaville. Même quand ça se Les passe gens de juste à côté, hein. Congo-Kinshasa, Oui, oui, évidemment. les gens de Congo-Kinshasa disent, ça ne nous regarde pas. Les gens de République centrafricaine disent, ça ne nous regarde pas. Mais en fait, la géopolitique, ce n'est pas comme ça. Même si ça se passe au Nicaragua, vous devez prendre la peine de analyser ce qui se passe, d'essayer de comprendre quelles sont les forces en présence, parce que parfois, il vous arrive de constater que les mêmes acteurs sont dans plusieurs conflits en même temps. Donc, si vous ne travaillez pas à cette dimension géopolitique internationale, vous n'allez rien comprendre. Et donc, la plupart des gens se concentrent simplement à attaquer leurs opposants politiques. Bon, vous pouvez empêcher vos opposants politiques de vous nuire si c'est comme ça que vous vivez les affaires, mais vous ne pouvez pas empêcher les multinationales ou des forces au niveau international ou des États au niveau international de vous déstabiliser, mais y compris en utilisant de vos voisins ou ce que vous considérez comme vos meilleurs amis. Donc, le problème, c'est que les gens ont pris cette histoire à la légère et c'est maintenant que le loup est dans la bergerie que les gens commencent à se rendre compte que c'est sérieux. Alors, le loup dans la bergerie, on va parler donc concrètement du Congo-Brazzaville. Ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville, par exemple, le cabinet de Denis Sassou Nguesso, et tout le monde le sait aujourd'hui, est, j'allais dire, contrôlé par une Rwandaise, Françoise Joly, de son vrai nom, Moureka Yamuraguiye. Ça, c'est son vrai nom, Moureka Yamuraguiye, qui finalement a été installé dans ce cabinet, c'est le cas de le dire, par Denis Christel Sassou Nguesso. Et de l'autre côté, on constate depuis un certain temps le raffermissement, le dynamisme d'ailleurs de ces relations entre Denis Christel Sassou Nguesso et Paul Kagame. Je ne dis pas le Rwanda parce que, bon, je veux être un peu précis, c'est Paul Kagame. Alors, est-ce que à ce niveau-là, comme vous étiez en train d'expliquer, lorsque le Rwanda veut prendre possession d'un pays ou des terres, il passe toujours par certaines têtes ou des personnalités. Et vous disiez d'ailleurs qu'en Afrique centrale, généralement, c'est des jouisseurs, c'est des corrompus jusqu'à la moelle. Quelle analyse vous impose ce rapprochement de Denis Christel Sassou Nguesso avec Paul Kagame et de la présence de cette, il faut dire, conseillère, elle est présentée comme ministre, conseillère spéciale chargée des relations extérieures du Congo, alors qu'elle est évidemment rwandaise. Je ne suis pas xénophobe quand je dis ça, mais on veut bien comprendre quelle analyse cela vous impose. Écoutez, je ne connais pas le dessous des cartes, mais ce que je connais, c'est le Rwanda. Et je connais leur méthode au Congo, Kinshasa également. Donc, je peux vous dire simplement ceci. De ce que j'ai compris, euh, à l'époque déjà, je pense que le Rwanda avait fait des efforts pour se rapprocher du président Lissouba. Quand il y a eu la guerre entre M. Sassou et Lissouba, le Rwanda s'était rapproché de Lissouba à travers Laurent Désiré Kabila, qui était en quelque sorte leur poulain au moment où ils s'entendaient, encore en 97. Bon, il se trouve que le Congo les intéresse, non pas seulement, le Congo intéresse Kagame, pas seulement d'abord parce que c'est un pays pétrolier, ensuite c'est un pays voisin de la RDC, et puis le Congo est voisin de la RCA Ah, c'est également, oui. pays minier, un pays qui a beaucoup de ressources minières, notamment le diamant, etc., qui Au est l'une des Congo-Brazzaville également, principales. il y a beaucoup, c'est un pays voilà, où il y a beaucoup de minerais, beaucoup. Bon, voilà. Et ça, c'est depuis les années 50, les Américains, ils ont, je dirais, une cartographie minière de tous les pays de l'Afrique centrale, pas seulement de l'Afrique centrale, mais l'ensemble des pays africains. Moi, j'ai vu dans le répertoire des documents du département d'État américain, évidemment, que ils avaient récupéré les mémoires faits par des ingénieurs de mines, que ce soit des ingénieurs occidentaux ou africains, les mémoires faits par ou les thèses doctorats faits, des thèses faites par des étudiants africains ou par des ingénieurs. Donc, le département d'État américain a une configuration, je dirais, à peu près juste de l'état du sous-sol des pays de la sous-région. Donc, évidemment, le Rwanda
en poussant Kagame au pouvoir et en le soutenant comme on l'a soutenu depuis de nombreuses années, le but est que Kagame fasse en quelque sorte, et c'est pas que, c'est ce qu'il fait en fait. Il fait de la sous-traitance pour certaines grandes puissances, notamment celles qui le soutiennent, mais aussi pour un certain nombre de multinationales. Et cela est très bien documenté dans les rapports des Nations Unies. Et quand vous lisez ces rapports-là, vous comprenez que Kagame approche les États de plusieurs façons. Ils se sont rendus compte qu'en Afrique centrale, il y a un problème de fragilité des pouvoirs, c'est-à-dire que les pouvoirs ou des gens qui ont mis très très longtemps au pouvoir, ils créent une situation autour d'eux qui est une situation d'angoisse d'être renversés. Et donc, ils essayent de vous faire comprendre que nous, on peut assurer votre sécurité, empêcher que on vous renverse facilement, soit vos opposants, soit des tiers. Bon. Donc, ils s'étaient rapprochés de Madame Samba Panza en République centrafricaine de cette manière-là. Parce qu'il y avait un climat de guerre civile et un climat d'instabilité au niveau de l'État qu'ils ont laissé penser qu'ils allaient assurer la sécurité de Madame Samba Panza pour que, eh bien, et donc, quand ils ont fini sur ce registre-là, ils sont passés avec le président Touadéra de la même façon en disant qu'ils peuvent assurer la sécurité, etc. et tout ça. Donc, ils ont, je dirais, une approche sécuritaire d'une part, mais ils ont une autre approche qui est infiniment plus subtile encore, mais qui est l'approche de pousser la gente féminine. C'est ce que un diplomate européen disait, appelait avec beaucoup d'élégance la diplomatie du canapé. Donc, c'est un peu ce que le Rwanda a été. Voilà comment ils ont fonctionné en République démocratique du Congo. Et ça, je le dis sans connaître la situation particulièrement au Congo-Brazzaville. Mais vous savez que pour les généraux, avant que Mobutu ne soit renversé, la plupart des généraux du Zaïre à l'époque avaient un deuxième bureau qui était une femme proche du FPR ou qui était une militante du FPR, du parti de Kagame. Et donc, toutes ces femmes-là ont recueilli beaucoup de confidences auprès de leurs amants, ce qui a énormément facilité le travail de Kagame pour la chute du maréchal Mobutu. Parce qu'il faut le rappeler, Kagame, sa spécialité, c'est le renseignement. Il a été directeur adjoint de renseignement en Ouganda pendant des années. Et c'est ce qu'il fait en priorité. C'est-à-dire, quand vous avez affaire à Kagame, la première des choses qu'il cherche à avoir, c'est des informations qui sont susceptibles de vous compromettre. Et donc, il n'est pas impossible, je dis sans connaître la spécificité Non, vous avez de votre raison, on pays. pose juste des hypothèses, bien entendu. Voilà, donc il n'est pas impossible qu'il utilise dans cette configuration, quand il veut jeter son dévolu sur un pays, de recueillir d'abord des informations sensibles sur un certain nombre de personnalités pour éventuellement les soumettre à une forme de chantage si jamais ces gens venaient à questionner son action ou à questionner un certain nombre de choses concernant la souveraineté de leur pays ou les intérêts vitaux de leur pays. Ben, je crains seulement que finalement Denis Sassou Nguesso soit déjà compromis. Je crains, je dis bien je crains, ce sont des hypothèses que je pose. Alors, ils ont donc acquis des terres au Congo-Brazzaville. C'est d'ailleurs l'affaire qui défraie actuellement la chronique au Congo-Brazzaville. Plus de 980 km² des terres. Et d'ailleurs, je vous propose de suivre cet extrait. En fait, c'est un reportage de la télévision rwandaise et on revient sur le plateau pour que vous nous disiez ce que vous en pensez. Suivez. Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandi nous en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km².
Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagera et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation, à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et de cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Brazzaville au mois d'avril il y a 2 ans. Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà, à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé et fait en sorte que nous obtenions ces terres, tout en veillant à nos intérêts comme il le fait toujours. Nous étions sans voix quand nous sommes arrivés ici et maintenant nous devons cultiver et rendre cette terre productive. Il y a ici beaucoup de potentialités dans ce projet et cela peut résoudre nos problèmes de sécurité alimentaire et aider également d'autres pays tout en donnant plus de revenus à nos investisseurs. Mais c'est quelque chose que nous devons faire correctement et ensemble. Voilà, alors vous me disiez que lorsqu'ils achètent les terres, c'est qu'ils ont préparé le terrain depuis fort longtemps, soit par infiltration, par corruption. Mais maintenant que nous y sommes, parce que là, ce sont des Rwandais qui le disent, ce ne sont pas les Congolais, c'est des Rwandais qui disent qu'ils ont acquis 900 km² des terres au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on peut penser que finalement, le Congo-Brazzaville vient là, j'allais dire, est la nouvelle victime du Rwanda maintenant? Eh bien, je crains que le Congo-Brazzaville entre dans une phase extrêmement délicate parce que dans le reportage, on dit que le Congo leur a donné des terres. Qui sont désormais leurs terres. Voilà. Et d'un autre côté, on dit qu'il y a eu un contrat, joint venture, signé entre une entreprise Crystal Venture, donc qui est une entreprise, on dit de droit congolais, hein, c'est droit congolais. Mais en fait. Mais c'est bizarre, avant de continuer, vous êtes en train de rire. Apparemment, il y a quelque chose qui cloche. Mais écoutez, vous avez 2 sons de cloche. Les Rwandais disent une chose et une partie des Congolais qui sont mêlés ou qui connaissent ces dossiers dit autre chose. Donc, ce qui est important pour vous au Congo, c'est qu'il y ait un débat clarificateur de cette situation. Parce qu'il s'agit, je pense, l'acquisition des terres, les terres, c'est une question de souveraineté nationale. J'ai entendu un certain nombre de personnalités congolaises, donc que ce soit l'économiste monsieur Mirassa ou l'ancien ministre Dzong qui pose la question de la souveraineté. Voilà, tout à fait. Voilà, qui pose la question de la souveraineté du Congo. Donc, quand il y a une question qui touche à la souveraineté du Congo, je pense que le minimum que les autorités congolaises, bon, moi, je pars toujours de l'idée, moi, étant étranger, je ne connais pas le dossier, je ne connais pas ce dossier avec ses subtilités, mais je pars de l'idée que si les autorités congolaises n'ont rien à se reprocher, il faut ouvrir un débat national et montrer les pièces aux Congolais pour que les Congolais se fassent leur opinion de façon objective sur cette question. Et ça va couper court aux supputations, aux hypothèses, etc., etc. Bon, le débat sera clos ou ouvert, mais peu importe. Mais au moins, il y aura la possibilité que un débat au niveau national puisse s'ouvrir. Et de donner aussi la parole à des experts congolais, parce que je pense qu'il y en a, que ce soit sur les questions
je dirais, foncières qui sont rompues, n'est-ce pas, au droit foncier congolais et qui peuvent expliquer effectivement la nature de ce type de contrat. Voilà quelles sont ses implications à court, à moyen ou à long terme. Et puis, donner la possibilité aussi aux juristes qui sont aussi des observateurs avertis du droit congolais, de la souveraineté du Congo, qui peuvent vous dire, dans le cadre de ce type de contrat, voilà les implications eh bien, que le Congo encourt et que par rapport à ça, si les autorités congolaises ont fait une erreur, mais il n'est pas mauvais de corriger cette erreur en disant non, 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 nous, on croyait que c'était ça, mais finalement, en écoutant les juristes et les spécialistes du droit foncier, eh bien, on peut penser que ça va être comme ça. Donc, il ne faut pas que les autorités congolaises aient peur si elles se sont trompées, mais si elles ne se sont pas trompées, eh bien, il serait aussi bon qu'elles ouvrent le débat et qu'elles permettent aux Congolais de débattre sereinement d'une question qui concerne les intérêts vitaux du Congo. Et d'ailleurs, c'est ce que prévoit la Constitution congolaise du 25 octobre 2015. Normalement, la population congolaise doit se prononcer par voie de référendum. C'est le cas maintenant de mettre ces accords à la disposition, bien sûr, de la population, que chacun puisse comprendre un peu les contours de ces accords. Et c'est le débat qui a eu, je crois, hier seulement. Là, hier, c'était donc le 9 août 2024 à l'Assemblée nationale. Questions-réponses au gouvernement. Et nous avons suivi l'intervention d'une députée, Madame Munari Mabonzo, bien entendu, que je vous laisse suivre et on revient sur le plateau. Écoutez ce qu'elle a dit. Monsieur le Premier ministre, gouverner, c'est prévoir. Si nous avons pris de l'argent au Rwanda, remboursons-le avec des intérêts comme chez les usuriers, mais pas en cédant nos terres. Comme aujourd'hui notre pays a des difficultés financières, donnons-leur un de nos puits de pétrole, mais ne touchons pas aux terres. Pour l'amour du Congo et pour l'amour des générations futures, ne vendons pas nos terres. Les Rwandais sont des personnes très, très dangereuses en matière de terre. Regardez ce qu'ils font en RDC. Merci beaucoup. Bien. On n'a pas vendu les terres. Mais monsieur le Premier ministre, vous n'en avez pas la preuve. Pourquoi ils ne disent pas la même chose au Rwanda? Pour les Rwandais, ils ont des terres. Vous dites que vous n'avez pas vendu. Dans 100 ans, vous serez là pour dire nous n'avons pas vendu. Honorable Chouaka, vous avez la parole. Voilà, Charles Nana. Alors, pour Claudine Munari, elle commence par là, elle est claire et puis limpide. Si vous avez pris l'argent d'autrui, des Rwandais, remboursez cet argent, parce que de toute façon, gouverner, c'est prévoir. Vous ne serez pas là dans 100 ans, dans 50 ans. Et donc, c'est maintenant qu'il faut mettre les choses au clair. Mais on a aussi constaté comment le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvuba, a tenté d'empêcher, évidemment, la question d'aller jusqu'au bout. Et il y a d'autres députés aussi, après on dira chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais qui ont tenté d'empêcher ce débat. Et c'est là le problème aujourd'hui au niveau du Congo-Brazzaville. C'est un débat qui cristallise, mais le gouvernement ne veut pas, mais vraiment débattre de manière honnête et ouverte sur ces questions. Alors, donc ici, je ne sais pas quelle approche. Ceux qui s'opposent, est-ce qu'ils sont dans ce que vous expliquez finalement, parfois une catégorie de personnes qui ont dû être déjà contactées par... Bon, c'est des hypothèses que je pose, hein, c'est des questions parce que de toute façon, en matière de journalisme, toutes les questions sont bonnes. Ce sont les réponses qui sont mauvaises, mais je pose quand même la question. Est-ce que ceux qui ont tenté de s'opposer à ce débat, qui ne veulent pas que la vérité soit su des Congolais, est-ce qu'ils ne sont pas dans ce rôle déjà où s'aligne sur la stratégie rwandaise? Ça, je ne le sais pas, mais justement, je pense que la question que Madame Nari, qui est, je pense, une personnalité dans ce pays-là et qui a déjà... Oui, elle fut d'ailleurs directrice de cabinet de Pascal Lissouba. C'est quand même... Pascal Lissouba à l'époque. Donc, je pense que c'est une personne qui connaît la façon dont fonctionnent les dossiers d'État. D'une certaine manière, si je me fais une idée
de ce qu'elle a, ce qu'ont pu être ses fonctions à l'époque où elle a été directrice de cabinet du président Lissouba. Donc, c'est quelqu'un qui connaît comment fonctionnent les dossiers d'État. Et donc, quand elle pose une question comme celle-là à l'Assemblée nationale et la façon dont c'est formulé, eh bien, ça laisse entendre, mais je pense d'ailleurs que elle n'incrimine personne, en fait. Elle fait comprendre que si, évidemment, le Congo, les autorités congolaises, d'ailleurs, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, s'il y a eu une faute, c'est-à-dire que s'il y a eu un prêt qui a été consenti par le Congo erreur à travers... d'appréciation, ça peut être une erreur d'appréciation. Bon, voilà. Il y a la possibilité de le dire aux Congolais et de s'organiser parce que le Congo a quand même les capacités, même si pour l'instant il y a des difficultés financières, mais le Congo a les capacités de pouvoir trouver les moyens de rembourser cette dette s'il s'agit d'une dette qui a été contractée. Mais s'il s'agit des questions de terre, eh ben, dans ce cas, il faudrait qu'il y ait une discussion, au moins qu'il y ait une explication convaincante, parce que je pense que la vraie question aujourd'hui, et c'est ce qui a derrière la question de Madame Bounari, c'est que les explications que les autorités congolaises ont déjà données ou essayent de donner ne sont pas suffisamment convaincantes pour que le chapitre soit clos. Donc, je crois que effectivement, au lieu de laisser l'abcès continuer d'enfler, il est peut-être beaucoup plus, je sais pas, moi je ne donne pas, j'ai pas la prétention de donner des conseils aux Congolais, mais en tant qu'observateur extérieur, quand j'écoute les Congolais les uns et les autres, ceux qui ne veulent pas le débat et ceux qui veulent le débat, je me dis, le pays gagnerait plutôt à avoir le débat que de ne pas en avoir. D'autant plus qu'il me semble que M. Djong, qui était aussi un ancien ministre, qui connaît aussi comment fonctionnent les dossiers d'État, avait adressé une lettre, je pense, aux sénateurs et aux parlementaires congolais pour leur dire que, eh bien, il est nécessaire que nous sachions exactement ce qui se passe dans cette affaire-là. Je ne sais pas s'il a eu des réponses à la fois du Sénat et de l'Assemblée nationale, mais toujours est-il que les gens qui interpellent à la fois par leur qualité et par leur expérience, ne sont pas des gens qui formulent les choses de façon agressive, mais se servent à la fois de leur expérience et des textes en vigueur dans le pays pour permettre l'ouverture d'un débat serein si effectivement, puisqu'il s'agit d'une situation qui touche à la fois à la sécurité des populations congolaises, à la souveraineté de l'État congolais, mais aussi, je dirais, aux droits fonciers de la République du Congo. Alors, Charles Onana, nous allons presque à la fin de l'heure. Et voilà, on revient donc sur votre activité, parce qu'évidemment, vous maîtrisez très bien la question rwandaise. Vous avez beaucoup écrit sur cette question. Tout à l'heure, je rappelais que vous êtes auteur d'ailleurs du livre Holocauste au Congo. Est-ce que cela ne vous fait pas j'allais dire, l'adversité contre le Rwanda, par exemple? Est-ce que vous ne subissez pas, par exemple, des menaces du genre... Oui, ben vous savez... Tout à l'heure, vous avez dit, les gens ont peur quand même du Rwanda. Mais vous osez tout de même mettre le pied dans le plat, comme on le dit. Mais vous savez, moi, je n'interviens pas dans ces histoires-là comme quelqu'un qui est partisan, comme je vous ai dit au début. J'interviens comme un observateur qui souhaite la paix en Afrique centrale, qui veut voir les populations de cette région aussi prospérer, parce que les populations en Afrique centrale ont le droit de vivre décemment, ont le droit de vivre en paix, en sécurité, et ont le droit de vivre dignement. Donc, il n'est pas normal que ce soit des pays que ce soit des populations, des peuples qui sont assis sur des océans de richesse et qui vivent et qui continuent de vivre dans une misère noire. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable, je dirais, humainement parlant, intellectuellement, ça ne se comprend pas. Et puis, évidemment, je pense que, en plus, les populations en Afrique centrale ne sont pas des gens qui veulent vivre dans des hôtels 5 étoiles, 10 étoiles. Ce sont des gens qui ont envie de vivre normalement, décemment, c'est tout, et envoyer leurs enfants à l'école, etc. Donc, si vous voulez, le président Kagame a formulé récemment
des menaces de mort contre moi très publiquement, hein, avec Madame Ingabire, dont son opposant. Donc, déjà, il me prend pour un opposant rwandais. Moi, je suis pas rwandais. Je n'ai commis aucun crime, aucune infraction au Rwanda. Donc, menacer de mort quelqu'un qui... D'ailleurs, je me souviens à l'époque, pour ceux qui ont la mémoire courte, je disais toujours que l'attentat, parce que tout mon travail a démarré sur l'affaire de l'attentat contre deux chefs d'État en exercice. Vous vous imaginez, si votre père il est président et qu'il est tué dans un attentat d'avion, mais vous ne pouvez pas être mécontent qu'un journaliste ou qu'un politologue enquête sur cette affaire, surtout que quand on veut organiser le silence. Et donc, j'ai toujours dit que si c'était Kagame qui se trouvait dans un avion le 6 avril 1994 et que cet avion était abattu, je ferais exactement la même enquête, mais sans état d'âme. Donc, il se trouve que les menaces qu'il profère publiquement, en plus d'autres formes de menaces diverses et variées depuis plusieurs années, ben, cela ne m'impressionne pas du tout parce que, en fait, ce qui est plus important, c'est de savoir que, eh bien, le président rwandais, il est comme tous les autres. Il n'est qu'un être humain, ni plus ni moins. À l'époque, les gens pensaient que le président Bokassa était un type très important. Il a fini sa vie comme il a fini. D'autres pensaient que le président Mobutu était quelqu'un de très important. Il a fini sa vie comme il a fini. Donc, je ne pense pas que Monsieur Kagame, il va se distinguer de tous ceux qui l'ont précédé et qui sont aussi des êtres humains comme lui. Donc, si lui, pour l'instant, il considère qu'il est un demi-dieu ou un dieu sur terre, ça c'est son droit le plus absolu, personne ne peut le convaincre du contraire, mais simplement, je pense que il y a un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui et qui relèvent de l'extermination des millions de personnes et il n'est pas normal que personne ne veuille lui poser des questions, puisque ce sont les Nations Unies qui disent que ces troupes sont au Congo, ce sont les Nations Unies qui disent qu'ils utilisent le M23 au Congo, ce sont les sénateurs américains qui le disent, ce sont des membres du Congrès américain qui écrivent des lettres explicitant cela, mais c'est tout à fait normal. Et qu'il fournit d'ailleurs des minerais alors qu'il n'en a pas chez lui. Mais oui, mais le Rwanda est devenu un pays exportateur de coltan, alors qu'il n'a pas un gramme de coltan dans son sous-sol. Donc, enfin, je veux dire, en fait, l'économie rwandaise aujourd'hui est devenue une économie de prédation. C'est-à-dire que une économie de prédation et d'extermination. C'est-à-dire que pour que le Rwanda se développe, il faut exterminer les Congolais. Mais si vous voyez les images des massacres des civils, des viols de femmes au Congo, Kinshasa, c'est insoutenable. L'Afrique n'a jamais connu des massacres comme ça depuis l'époque coloniale. Et je ne comprends pas que les Africains continuent de regarder ça comme si c'était un spectacle. Mais d'ailleurs, pendant que vous le dites, c'est un partenaire que tout le monde devrait normalement redouter, mais curieusement, et c'est ce que les Congolais ne comprennent pas, pourquoi est-ce que le gouvernement de Brazzaville s'est rapproché de Paul Kagame, c'est le cas de le dire, alors que tout le monde sait que il est, s'il n'est pas complice, mais tout de même c'est ce que dit l'ONU ou le Conseil de sécurité, qu'il soutient la rébellion à l'est de la RDC. À un moment donné, je crois qu'il a même intenté une procédure judiciaire contre vous. Comment ça s'est terminé? Juste un rappel. Oui, alors ça c'était en 2002 lorsque j'ai publié mon premier livre justement sur l'attentat du 6 avril 1994 contre les deux chefs d'État africains. J'ai publié mon livre, j'ai été attaqué par Paul Kagame et par l'État rwandais, les deux, devant la 17e chambre à Paris. 48 heures avant l'ouverture du procès, M. Paul Kagame et l'État rwandais ont simultanément retiré leur plainte. Alors, j'avais comme témoin le commandant des casques bleus de Kigali, qui venait témoigner en ma faveur, le colonel Luc Marshall, qui était, comme je vous ai dit, qui était en charge de la sécurité de Kigali, qui avait lu mon livre et qui m'a dit, Monsieur Nana, ce que vous avez écrit, moi j'ai vécu les choses sur le terrain et je pense que vous n'êtes pas très loin de la vérité. Et il se trouve qu'à l'époque, lorsque le juge Bruguière qui menait les enquêtes sur cette affaire-là,
eh bien, il y a des gens, sans connaître que le juge les avait interrogés ou que le juge allait les interroger, qui me disaient, ah tiens, vous me venez m'interroger, donc il y a le juge Bruguière qui vient également m'interroger. Donc, M. Kagame a abandonné sa plainte parce que moi, je n'avais pas l'intention de venir me coucher et d'attendre d'être immolé sur la place publique. Mon objectif, quand même, était de démontrer que les éléments que j'avais à ma disposition étaient des éléments solides et que je n'avais pas fait un travail pour chercher des émotions fortes ou pour impressionner les gens, ou comme on a l'habitude de penser que les gens en Afrique centrale font des choses parce qu'ils aiment se faire. Non, moi, j'avais un souci, j'avais une préoccupation, c'est que 2 chefs d'État ne pouvaient pas être assassinés comme ça et on laissait passer ça comme une lettre à la poste. Donc, voilà, je pense que depuis cette époque, eh bien, il n'a pas digéré sa propre défection devant la justice française. Donc maintenant, il a dit d'ailleurs qu'il faut utiliser d'autres moyens. Donc, écoutez, c'est son choix, c'est son discours, mais je ne pense pas que je ne pense pas que il a le droit de vie et de mort sur tous les citoyens qui sont sur Terre. Bon, je pense que je ne sais pas si lui il pense que il a déjà le droit de vie et de mort sur lui-même. Donc, je crois que c'est lui aujourd'hui qui a un examen de conscience à faire. Moi, j'ai jamais commis des crimes nulle part, ni au Rwanda, ni au Congo, ni nulle part, ni violé ici ou là. Non, j'ai rien fait de tout ça. J'ai écrit des livres pour éclairer, pour amener les gens à réfléchir et à se poser des questions sur la souveraineté des pays, sur la protection des populations et sur la paix dans la région. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Si cela est suffisant pour subir des menaces de toutes sortes, ben ça, je m'en moque éperdument. Merci, comme quoi les hommes, sinon les humains ne devaient pas craindre les humains. En tout cas, il faut donc prévaloir la vérité. Et lorsqu'on écrit, surtout lorsqu'on décrit la vérité, évidemment, il faut s'armer de ce courage que je conseillerais d'ailleurs à nos jeunes Congolais, sinon pourquoi pas aux jeunes Africains. Merci Charles Onana d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes politologue, journaliste d'enquête, essayiste et éditeur, auteur du livre Holocauste au Congo, préfacé par l'ancien ministre de la Défense français Charles Millon. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir eu sur R7. Merci et bon courage aux Congolais. Ne vous découragez pas. Je vous en prie, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin donc, de cette émission. Comme d'habitude, je vais simplement vous rappeler de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir largement partagé cette interview pour nous aider évidemment à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Je souhaiterais également vous lire en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez du sujet qui a été débattu au cours de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.